Dimanche 26 septembre 2021, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Il est 13 h. Bonjour et bienvenue. Une vingtaine d'audiences en quelques jours seulement. C'est le pari réussi par Kandia Camara en marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu d'importantes séances de travail pour accentuer la coopération entre la Côte d'Ivoire et de nombreux pays, mais également pour vendre la destination Terre d'Ivoire. Cette sublime Côte d'Ivoire qui abritera dès demain lundi la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme. Ce sera ici même à Cocody, à l'Hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan, sous le thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». Vous entendrez le ministre du Tourisme et des Loisirs dans ce journal. Le colonel Théoneste Bagosora, le cerveau du génocide des Tutsis au Rwanda, est décédé hier dans une clinique de Bamako où il purgeait une peine de 35 ans de prison. Théoneste Bagosora avait été reconnu coupable de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre par le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha. Les Allemands se rendent aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau chancelier, en même temps qu'ils renouvelleront leur parlement fédéral, le Bundestag. Mode de scrutin des élections fédérales allemandes, force en présence, favori ou challenger, voilà ce dont il sera question aujourd'hui pour comprendre le basculement de l'Allemagne dans l'ère post-Merkel. Angela Merkel part après avoir passé 16 années à la tête du gouvernement. Nous avons invité sur notre plateau l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire et il nous a fait l'honneur de répondre favorablement. Ingo Herbert est avec nous. Bonjour, Excellence. Bonjour, Monsieur Diaby. Merci de me recevoir. Nous sommes très heureux aussi de vous avoir avec nous pour parler un petit peu de cet événement, disons, historique que connaît votre pays. Oui, c'est vraiment pour l'Allemagne, pour l'Europe, pour le monde entier, des élections attendues avec un facteur de surprise parce que vraiment ouverte. Et on en parle tout à l'heure dans le cadre du magazine du dimanche. C'est dans une demi-heure exactement. À tout à l'heure, Excellence. Mais avant, on met le cap sur New York, aux États-Unis. Kandia Camara s'y trouve depuis quelques jours déjà dans le cadre de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En marge des travaux de la réunion, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu des séances de travail avec de hautes personnalités et diplomates pour accentuer, je le disais, la coopération bilatérale avec leurs pays respectifs. Le témoignage de Michel Digré. Pour sa première sortie officielle à l'ONU en tant que ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara a tenu à présenter le nouveau visage de la diplomatie ivoirienne. Pour ce faire, la ministre a multiplié les séances de travail avec de hautes personnalités diplomatiques, chefs d'État et homologues présents à New York. Avec la participation et le soutien de la République sœur de Côte d'Ivoire, le Gabon a été élu comme membre du Conseil de sécurité pour porter la voix de l'Afrique. Et je venais donc m'entretenir avec Madame le ministre d'État pour être sûr que nous soyons en phase sur les priorités que nous allons mener au nom de l'Afrique. On a discuté aujourd'hui du 60e anniversaire de nos relations qui sont riches, solides, stables. Et j'ai pu annoncer personnellement à Madame la ministre la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan. Au cours de ces audiences, Kandia Camara a vanté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté les potentialités de la Côte d'Ivoire. Nous avons expliqué à tous nos interlocuteurs que nous avons un code d'investissement qui est l'un des plus favorables au monde. Et donc, nous avons expliqué à nos interlocuteurs que nous comptons sur les investisseurs de leur pays afin qu'ils viennent en Côte d'Ivoire mener des activités économiques en Côte d'Ivoire. Et surtout, nous avons fait savoir à nos différents interlocuteurs que la Côte d'Ivoire a décidé résolument d'aller à la transformation structurelle de son économie. Et cela à travers la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. La récente découverte de pétrole et de gaz offshore a été également au cœur des échanges. Nous avons aussi annoncé à tous nos interlocuteurs
que la Côte d'Ivoire vient de faire une grande découverte de pétrole et de gaz et que leurs hommes d'affaires, leurs entreprises, leurs opérateurs économiques seront les bienvenus en Côte d'Ivoire parce que nous voulons diversifier notre économie. Nous voulons le faire, certes, avec les opérateurs économiques ivoiriens, mais que nous appelons aussi les investisseurs étrangers à venir en Côte d'Ivoire mener des activités économiques. Autant d'arguments qui ont convaincu ses interlocuteurs sur le leadership de la Côte d'Ivoire et de son président. Tous nos interlocuteurs ont reconnu le leadership du président Alassane Ouattara, la confiance qu'il inspire. Tous nous ont parlé des efforts fournis par le président Alassane Ouattara dans le sens de la réconciliation, dans le sens du renforcement de la cohésion, mais aussi sa lutte pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre en paix et que la Côte d'Ivoire demeure un pays en sécurité. Le prochain important rendez-vous de Kandia Camara sera ce lundi, date à laquelle elle fera sa déclaration à la tribune de l'Assemblée générale et rencontrera par la suite Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Nous sommes aux Nations Unies à New York. Nous allons y rester encore un moment à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Hier samedi, devant la communauté internationale, Choguel Maïga s'est plaint de la façon dont s'est effectué le retrait de la force française Barkhane du Mali. Le Premier ministre malien du gouvernement de transition n'a pas mâché ses mots. Il a accusé la France d'avoir abandonné le Mali en décidant de ce retrait. Une décision unilatérale de la France, selon lui, que le gouvernement de transition a déploré. On rentre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où la notion de sécurité est inscrite en lettres d'or sur la liste des priorités absolues du gouvernement. Les opérations se succèdent pour le bien-être des populations. Épervier 7, c'est l'opération en cours en ce moment pour sécuriser les biens et les personnes. La nuit dernière, le directeur général de la police nationale était lui-même sur le terrain pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif. Il est 20h05 ce vendredi 24 septembre. Nous sommes au Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, pour prendre part à la patrouille de grande envergure dans le cadre de l'opération Épervier 7. On fait le bilan sur la période du 17 au 24 septembre. Après le briefing, la patrouille est lancée sur l'ensemble du district d'Abidjan. Et c'est la direction de la police criminelle qui constitue la première étape. 3 présumés gangs mis hors d'état de nuire. On a agressé un monsieur pour prendre sa moto avec lui. Il passait, la moto était éteinte, il poussait. On était dans les fleurs. Quand arrive à l'un nouveau, on est sorti ici avec un couteau. On s'est battu d'abord. On a piqué 4 fois. Après la commune du Plateau, le cap est mis sur la commune d'Adjamé, précisément aux 220 logements. La police et la gendarmerie nationale sont à la tâche. D'Adjamé, la patrouille visite la commune de Yopougon, notamment Yopougon-Sable, le complexe Jesse Jackson et la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Objectif, s'enquérir du bon déroulement des dispositifs. À Bobo-Ndotri, autre étape. Tout se passe très bien et nous avons le retour des populations parce que les populations sont favorables à notre action. Puis Cocody, Carrefour-la-Vie. Fonctionnaires de police et gendarmes ensemble pour lutter contre le grand banditisme, l'incivisme et l'incivilité. Marcory, boulevard Valérie jusqu'à Destin, zone 4, puis le grand carrefour de Koumassi. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des hommes et des femmes au coude à coude engagés pour cette opération d'Épervier 7. Il y a eu des fumoirs cassés. À la DPC, vous avez vu le nombre de délinquants interpellés, de la drogue saisie, des armes blanches saisies et on a même saisi des tasers au cours de cette opération. 1h45, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Wagono Djomandé rejoint la patrouille. Il félicite l'ensemble des forces engagées pour cette opération. Les résultats que nous avons enregistrés depuis bien longtemps font aujourd'hui que l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est à 1,2. C'est un résultat très bon. Au regard de ce que nous avions il y a quelques années, quasiment à la même époque, où on était quasiment à 4 sur une échelle de 10. Pour dire
tous les efforts qui ont été faits, tout l'engagement des forces qui ont été déployées, tous les citoyens qui vivent sur notre territoire ont besoin de vivre en paix, en sécurité. Et vous montrez par votre engagement que nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Pour l'opération Épervier 7, les forces sont engagées à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et prévenir les attaques dans le pays. C'était un reportage d'Abou Sanogo et Zakaria Traoré, nos spécialistes maison des questions policières et militaires. Paix et tranquillité, voilà le bonheur. Paix et tranquillité, voilà le tourisme. Candidate face à 6 autres pays africains pour un nouveau mandat, la Côte d'Ivoire a été désignée en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg en Russie, pays hôte de la Journée mondiale du tourisme 2021. Une célébration qui se fera demain lundi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et à l'occasion de cette 41e édition, au nom de tout le gouvernement, le ministre du Tourisme a livré un message. C'était au micro RTI 1 de Patricia Omoitia. C'est lors de la 23e Assemblée générale de l'OMT à Saint-Pétersbourg en Russie en 2019 que la Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité des membres comme pays hôte de cette 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Et le thème qui a été choisi à cet effet est le tourisme pour une croissance inclusive. Cette édition qui se déroule en terre ivoirienne est une occasion pour notre pays, à l'occasion de cette grave pandémie qui a secoué le monde et plus particulièrement le monde touristique, appelle à plus de vigilance et à un changement de paradigme. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, par ailleurs, président de la Commission régionale pour l'Afrique de l'OMT et membre du comité exécutif, souligne que cela revient à explorer, dans le contexte économique et pandémique mondial actuel, l'activité touristique comme un domaine qui vise à limiter ses conséquences potentiellement négatives de la Covid et à tirer parti de ses retombées positives. C'est dans ce contexte que nous avons envisagé la tenue de la 41e édition avec en prélude la quinzaine touristique qui s'est tenue du 7 au 22 sur l'ensemble du territoire avec une déclinaison de 7 circuits touristiques qui ont permis de mettre en exergue et en valeur les véritables atouts touristiques de notre pays. J'invite à cet instant l'ensemble des Ivoiriens et des résidents à nous rejoindre ce 27 septembre 2021 pour célébrer ensemble le tourisme ivoirien, que dis-je, le tourisme africain qui renaît et qui prend toute sa place. Siandou Fofana déclare que, dans un contexte mondial en proie à la pandémie de la COVID-19, l'organisation de cette journée mondiale du tourisme est une opportunité de diriger les acteurs sur de nouveaux créneaux pour repenser le développement et la promotion du tourisme mondial. Et le ministre qui rassure sur un fait, cette célébration de la Journée mondiale du tourisme sera faite dans le strict respect des gestes barrières. C'est le hashtag #StopCovid. En attendant qu'on parvienne à l'arrêter définitivement, le virus continue de faire des dégâts sur la planète. Il a déjà touché 219 millions de personnes et en a tué 4,55 millions. Ici en Côte d'Ivoire, notre tableau de décompte s'est encore assombri ces derniers jours. 4 nouveaux décès rien que pour la seule journée d'hier et 122 nouveaux malades enregistrés. Au total, ce sont 59 778 cas qui sont confirmés dans le pays pour 593 décès. Nous pouvons tous contribuer à arrêter le monstre tueur. Il suffit seulement de nous protéger en adoptant les gestes barrières et en nous faisant vacciner. Dépendance, diminution de l'appétit, perte de mémoire, dépression, cancer. Les effets de la drogue sur le corps humain sont multiples. La Côte d'Ivoire a décidé de réorienter la lutte contre ces substances néfastes. Récemment, à Yamoussoukro, il s'est tenu un atelier d'orientation des députés de la Commission Sécurité et Défense sur la réduction des risques et l'avant-projet de loi sur la drogue. Les précisions d'Astoutouré, d'Agnogo.
35 années durant, Grégoire a connu la drogue et ses effets néfastes. Marié et père de 2 enfants, il regrette toutes ces années passées loin de l'affection de sa famille. Aujourd'hui, il met son expérience au service des plus jeunes à travers la sensibilisation, l'écoute et la prise en charge des personnes usagères de drogue. Ça fait très mal de voir des personnes un peu plus jeunes que moi qui viennent de connaître la drogue, qui ne savent même pas les risques et les dangers qui sont dedans. Alors je conseille à tous parents de conseiller son enfant de ne pas commencer par la cigarette, parce que c'est toujours par la cigarette qu'on commence et puis après on va connaître d'autres modes de consommation. Stigmatisation, rejet et répression sont le quotidien des personnes addictes à la drogue. Pour changer de paradigme et mener une lutte plus efficace, un plaidoyer auprès des parlementaires. Les populations usagères de drogue ne se trouvent pas que dans les fumoirs, dans la rue, mais dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos familles, et peuvent constituer un risque non seulement pour elles-mêmes, mais également pour les personnes avec lesquelles elles vivent. On a amorcé ce projet innovant depuis 2015 qui vise à travailler avec les personnes qui consomment de la drogue, aller vers ces personnes-là et de travailler à la fois sur leur savoir et leur propre connaissance, la connaissance qu'on peut leur apporter pour améliorer leur santé. Dans le monde, 82 millions de personnes sont usagères de drogue, 10 millions en Afrique et plus de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Le danger est imminent et il faut agir efficacement pour freiner ce fléau mortel. Le monde évolue. Les anciennes méthodes qui ont été utilisées n'ont pas donné de résultats probants et il faut revaloriser ces études pour la réduction des risques. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ici, aller à l'Assemblée et défendre l'intérêt de tous ces usagers de la drogue. Un avant-projet de loi sur la drogue a été adopté en juillet dernier au Conseil des ministres. Cette nouvelle loi intègre conformément aux nouvelles réglementations les orientations des stratégies internationales de lutte, la dimension de coopération, la dimension thérapeutique et la dimension de prévention dans la lutte. Voilà qui referme la page santé de cette édition. De retour ici à Abidjan, le Salon africain des assurances a eu lieu cette semaine, jeudi et vendredi dernier précisément. C'était à la Kestab au Plateau, un salon qui a enregistré la présence de nombreux experts ivoiriens et africains. Thème inaugural de cette 4e édition du SADA, digitalisation des produits d'assurance et protection des consommateurs. On en sait plus avec Dangui Dangui du service économie de la rédaction. Dans le hall de la Kestab au Plateau, Madame Assamoah visite les stands de la 4e édition du Salon africain des assurances, SADA. Je suis venue visiter et puis chercher à comprendre pourquoi s'assurer, qui partent sur le terrain pour rassurer les assurés. En ce moment-là, tout le monde acceptera de s'assurer. L'ère de la digitalisation oblige les assureurs à changer de pratique, de paradigme, voire même d'état d'esprit. Il est dommage et préjudiciable pour tout le secteur que les gens ne découvrent l'importance de l'assurance que quand ils ont un sinistre. Cet assuré africain a des besoins nouveaux, a des exigences nouvelles et il se plaint. Il se plaint sur l'ensemble de nos marchés. Il se plaint de la lenteur dans le règlement du sinistre. Il se plaint dans le service après-vente. Il se plaint dans l'information et la communication. Le SADA, c'est l'occasion plus que jamais d'informer le plus grand nombre. Aujourd'hui, on pense que les assurances sont des voleurs et que les assurances, c'est dédié aux riches. Non, les assurances, c'est pour tout le monde. Le taux de pénétration des produits d'assurance en Côte d'Ivoire est de 1,6% contre 4% au niveau africain, a révélé le directeur général adjoint du Trésor, en invitant par ailleurs les assureurs à prendre leur place dans l'économie ivoirienne. Je voudrais vous assurer du soutien du ministère de l'économie et des finances, qui ne ménagera aucun effort pour appuyer toutes les actions qui permettent un accès des populations, même les plus défavorisées, au secteur financier. Les autorités plaident en faveur de la mise en place de produits d'assurance pour les acteurs du secteur agricole, qui représentent plus de 70% de la population ivoirienne. Les experts du domaine des assurances vont réfléchir sur cette question ainsi que sur bien d'autres, notamment la digitalisation des services d'assurance et la protection des consommateurs.
Le PAMO7, c'est le projet d'appui à la modernisation du secteur du transport et à la facilitation du commerce. Le projet a une cellule de coordination qui vient d'initier un atelier de restitution et de validation. Il s'est agi de présenter les résultats de l'étude sur l'état des lieux de la sécurité routière pour la mise en place d'une nouvelle stratégie. Reportage Marie-Ange Kouakou dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Les acteurs du transport réfléchissent sur la mise en place d'une nouvelle stratégie financière liée à la prévention routière, identifier le mode, les sources de financement et mettre en place un mécanisme de suivi sont entre autres au cœur de ces réflexions. Face aux difficultés de financement de plusieurs activités de sécurité routière, le ministère des Transports a saisi officiellement la Banque mondiale via le PAMO7 pour commander une étude en vue de faire le point, l'état des lieux du financement et faire des propositions innovantes pour pouvoir mettre en place un fonds spécialement dédié au financement de toutes les activités de sécurité routière. Pour Koné Dioman, les résultats de leur étude viennent répondre aux problèmes de l'incivisme sur nos routes, tels que l'excès de vitesse ou le non-respect des feux tricolores. Le respect du code de la route, le respect donc des usagers de la route, tout ça constitue donc ce vaste concept de sécurité routière à l'intérieur duquel on peut imaginer qu'il y a des solutions donc, à travers la vidéo-verbalisation notamment pour que les routes que nous empruntons aujourd'hui soient des routes qui ne soient pas mortelles pour nos concitoyens. La Côte d'Ivoire a enregistré un taux de 5,13% pour les accidents, 12,84% pour les décès et 6,88% pour les blessés sur la période 2013 à 2020, selon un rapport de l'Office de sécurité routière, OSER. Venons-en maintenant au dérèglement climatique qui correspond à une modification durable des paramètres statistiques du climat global de la Terre. Le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable vient d'organiser une rencontre avec les différentes parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ils ont planché sur l'élaboration du document de la 4e communication nationale relative au changement climatique. Grace Kando nous en donne les détails. Les pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doivent préparer la 4e communication nationale sur les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre ce phénomène. D'où cette rencontre des parties prenantes réunies en atelier pour plancher sur le sujet. Quand on parle de changement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire? Quels sont les secteurs dits vulnérables au changement climatique en Côte d'Ivoire? C'est toutes ces informations-là que nous devons récolter au niveau national. C'est en 1992 que la Côte d'Ivoire a signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pour l'atteinte de ces objectifs, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du Fonds pour l'environnement mondial FEM. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les parties contractantes à la Convention sur le climat ont des engagements à honorer. Notre pays a mis l'accent sur la vulnérabilité face au changement climatique en formulant ses besoins d'appui pour s'adapter aux impacts de ce phénomène tout en tenant compte des enjeux socio-économiques. Présenter les possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers des projets propres dans une logique de développement durable. L'élaboration du document de communication sur la lutte contre les changements climatiques va durer plus de 3 ans. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire veut mettre davantage la science au service du développement. Il vient pour cela d'organiser un colloque sur la recherche transformationnelle, colloque qui a vu la participation de nombreux chercheurs africains et occidentaux et de notre reporter Didier Nguessan. Impacter la société avec les résultats des travaux de recherche scientifique. Les chercheurs réunis en colloque à l'initiative du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire réfléchissent aux modalités de mise en œuvre de ce qu'il convient d'appeler la recherche transformationnelle. La recherche transformationnelle, c'est une recherche à impact. Une recherche qui permet de transformer les sociétés, une recherche qui permet, on va dire, d'impacter durablement et positivement la vie des communautés et la politique de façon générale.
Depuis 70 ans, le centre de recherche a mobilisé une centaine de chercheurs dans plusieurs domaines. L'agriculture, la santé, la nutrition et la biodiversité, entre autres. En termes d'acquis, l'on note la diffusion de variétés améliorées de manioc, d'igname et de tomates. L'amélioration des dispositifs de suivi écologique dans les aires protégées de Côte d'Ivoire. Le premier objectif du colloque, qui s'inscrit dans les 60 ans de coopération bilatérale ivoiro-suisse, c'est d'abord de permettre aux chercheurs de se rassembler, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à interagir, parce que c'est ensemble qu'on peut avoir plus d'impact. C'est ensemble qu'on peut mieux communiquer avec les décideurs. Et donc c'est le deuxième objectif, de trouver quels sont les mécanismes et les messages qu'il faut passer aux décideurs politiques pour influencer effectivement les politiques pour un développement durable. Le Centre suisse de recherche scientifique représente 20% de la production scientifique de Côte d'Ivoire. Un reportage de Didier Nguesson. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. On va prier. Le mouvement catholique Opus Dei, depuis 40 ans, forme, évangélise en mettant en avant les valeurs qui amènent le fidèle catholique à rechercher la sainteté. À l'occasion donc de la célébration de ces 4 décennies d'existence, une messe d'action de grâce a été dite hier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Occasion pour Monseigneur Alexis Touably d'inviter l'ensemble des fidèles catholiques à l'amour et à la sainteté. Théodore Zouzou, Franck Quadio. Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, fidèles laïcs, religieux, prêtres et évêques sont venus nombreux célébrer les 40 ans de la présence de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, ce mouvement qui tend à amener tout catholique à œuvrer au quotidien à travers sa famille, son travail, son mariage et bien d'autres activités à la sainteté. L'objectif réel de cette célébration, c'est de faire de l'apostolat, présenter plus l'Opus Dei après 40 ans, quel est le chemin parcouru par l'Opus Dei en Côte d'Ivoire. Cantiques, louanges et prières ont meublé cette célébration. Monseigneur Alexis Touably, représentant le cardinal Jean-Pierre Coutois, a exhorté les fidèles catholiques à impliquer Dieu dans tout ce qu'ils font et à tendre vers la sainteté. Aspirons à la sainteté. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Tous en marche vers la réalisation de notre vocation, qui est de parvenir à la sainteté. Cette messe d'action de grâce est aussi un hommage aux pionniers de cette œuvre, encore présents sur le champ de l'évangélisation. Je ne peux pas dire que j'ai tout bien fait, mais la Côte d'Ivoire est très hospitalière. Et vous savez, passer par-dessus les défaillances, pardonner, comprendre et on repart ensemble. C'est ce qui nous a permis d'arriver aujourd'hui. Si chacun applique les préceptes de l'Opus Dei, nous pourrons assurément avoir notre clé d'entrée après cette vie terrestre dans l'au-delà. L'Opus Dei est une prélature personnelle de l'Église catholique fondée en 1928 à Madrid en Espagne par Saint José María Escrivá. Elle vise à amener tout chrétien catholique à agir avec probité, l'éthique et la conscience de bien accomplir sa tâche. Pendant ce temps, du côté de Nzanfouenou, dans le département d'Ara, se tenait la 20e convention de l'église African Faith Tabernacle Church de Côte d'Ivoire. Vous allez le voir, c'est une convention qui a mobilisé des milliers de fidèles chrétiens. Ensemble, ils ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Herman Yamia. Pour cette 20e convention de l'église African Faith Tabernacle Church de Côte d'Ivoire, les fidèles sont venus de toutes les régions du pays. C'est ainsi chaque année, ils viennent par milliers à Nzanfouenou, siège de l'église pour louer Dieu et lui demander d'exaucer leurs différents vœux. C'est d'abord un moment de retrouvailles, un moment où vraiment on se retrouve pour pouvoir adorer notre Dieu et tous ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas la paix du cœur, tous ceux qui sont malades, on gêne, on prie et à la suite de cette convention, nous avons tout ce que nous demandions par la grâce de Dieu. Pour cette 20e édition, les fidèles ont prié pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire et ont aussi prié pour le président de la République et son gouvernement afin qu'il soit éclairé dans les prises de décisions engageant la vie de la nation. C'est en même temps un rendez-vous spirituel. Et donc nous profitons de la même occasion
pour prier pour les malades, ceux qui ont des sujets particuliers qui portent devant le Seigneur. Cette année, nous avons voulu nous retrouver ici parce que nous savons tous ce qui se passe, la situation sociopolitique au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc l'objectif premier de cette convention, c'est de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le prophète Félix Kanga II a exhorté l'ensemble des fidèles chrétiens à prôner la paix et la cohésion partout où ils sont, afin que la Côte d'Ivoire ne retombe plus jamais dans les violences qu'elle a connues. Théoneste Bagosora, c'est ce colonel de l'armée qui est présenté comme le cerveau du génocide des Tutsis au Rwanda. Il est décédé hier samedi dans une clinique de Bamako, condamné par un tribunal de l'ONU. Il purgeait sa peine au Mali, une peine de 35 ans de prison. Théoneste Bagosora, 80 ans, avait été reconnu coupable de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre par le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha pour son rôle dans le génocide du Rwanda qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes. On passe au second chapitre de ce journal, le Dimanche Magazine. Comme tous les 4 ans, les Allemands élisent aujourd'hui même les députés du Bundestag, la chambre basse du Parlement. Ces élections au suffrage universel direct renouvellent la totalité des 709 sièges, mais désignent en même temps le futur chef du gouvernement fédéral, le chancelier ou la chancelière, traditionnellement issu de la famille politique qui arrive en tête. Serait-ce le cas aujourd'hui? On le saura autour de 18h, heure locale. Mais en attendant, nous allons en parler 15 minutes durant avec l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur, suivons ce reportage qui arrive et puis on revient pour échanger. Une page se tourne en Allemagne. Après 16 ans à la tête du pays, Angela Merkel quitte le pouvoir, laissant derrière elle un pays en excellente santé économique où chômage et endettement sont au plus bas. Angela Merkel aura réalisé un tournant de la politique allemande sur le continent africain durant la crise migratoire de 2015 avec l'arrivée de plus de 900 000 migrants en Allemagne. Une situation qui lui fait prendre conscience qu'il faut développer une nouvelle politique africaine pour lutter contre les causes de l'immigration. À la tête de la présidence du G20, elle tente de mobiliser les pays riches en faveur du continent. Elle lance son plan Marshall pour l'Afrique qui consiste à mettre des fonds à disposition d'entreprises qui souhaitent s'y implanter. Elle met surtout sur pied l'initiative Compact Africa, une nouvelle forme de coopération qui a pour but de faciliter les affaires. Samedi, lors de son dernier meeting en tant que chancelière, elle plaide pour le candidat conservateur Armin Laschet, donné perdant dans les sondages face au social-démocrate Olaf Scholz. La chancelière, 67 ans, dont plus de 30 années de carrière d'élu, se retira ensuite de la vie politique avec une popularité toujours au zénith. Merci Alexis Ouedraogo pour ce récit. Alors, monsieur l'ambassadeur, Ère Merkel, clap de fin. Qu'est-ce que ces élections représentent pour les Allemands? Est-ce qu'il y a un véritable engouement derrière? Oui, définitivement, parce que depuis longtemps, depuis 2005, ce sont les premières élections où personne ne sait qui va gagner. Et je crois la population, les gens partout, sont impatients, sont curieux de voir qui va remplacer la chancelière Merkel après 16 ans au pouvoir. Alors toute une génération a vécu aussi chez nous en Allemagne avec la chancelière Merkel comme chef du gouvernement. Et en quoi ces élections sont importantes pour l'Allemagne d'abord, pour l'Europe elle-même et puis pour l'Afrique? Comme j'ai indiqué, c'est vraiment un changement. Ça se constitue un changement parce que en Allemagne, en Europe, dans le monde entier, on est habitué à des façons de faire de la chancelière Merkel. C'est en cela qu'on dit que l'élection est ouverte parce qu'on ne sait pas véritablement qui va remplacer Angela Merkel. Oui, exactement. Et parce qu'on n'a pas un parti majoritaire et on a toujours des coalitions, plusieurs partis, plusieurs schémas et en plus, selon les sondages, encore un tiers de la population est indécis qui ils vont voter, pour qui ils vont voter.
Et expliquez-nous votre système électoral. Il semble assez complexe quand même. Oui, ça c'est compliqué, mais quand même balancé. On a une combinaison entre les élections à suffrage majoritaire et les élections à suffrage proportionnel. Et ça veut dire la moitié des sièges au Parlement sont sont occupés par des candidats directs, l'autre moitié par des candidats des listes du parti. Ça veut dire un petit parti qui a par exemple 8%, mais pas un candidat qui a gagné une circonscription comme candidat direct, quand même est représenté au Parlement avec des sièges. Alors chaque voix vraiment compte. Et chez vous, c'est le régime parlementaire, hein, il faut le dire. Angela Merkel décide de ne pas se représenter après 4 mandats. 4 mandats, c'est quand même 16 années passées à la tête du gouvernement. Alors que vous, les Occidentaux, vous vous empressez à chaque fois de critiquer l'Afrique quand il s'agit de mandats à répétition. Oui. Je crois qu'il y a une grande différence entre la démocratie parlementaire qui ont choisi la plupart des pays en Europe et une démocratie présidentielle. Dans notre système, le chancelier, la chancelière est élue par le Parlement. On a besoin d'une majorité. Si on a une majorité, on peut continuer. Mais en même temps, le chef du gouvernement est aussi vraiment contrôlé et responsable auprès du Parlement. À chaque moment, l'opposition peut demander, on veut un débat avec le chancelier, la chancelière. Ce n'est pas seulement qu'on invite une fois par an, comme aux États-Unis, le président pour un discours à la nation. Non, on est responsable à cause de ce contrôle fort. Jusqu'à présent, on a eu parfois aussi des discussions d'une limitation, mais on a dit c'était la majorité de l'opinion au Parlement. Non, parce que nous sommes forts, on contrôle le gouvernement, on n'a pas besoin d'une limitation. Et comme ça, Merkel a pu, continuer pour vraiment 16 ans. Pendant 16 ans. Angela Merkel, c'est donc 4 présidents français. Angela Merkel, née Kastner. Elle est née Kastner. Merkel, c'est le nom de son époux avec qui elle a divorcé en 82. C'est 4 présidents français, c'est 4 présidents américains. Comment on arrive à faire 16 ans à la tête d'un gouvernement en Allemagne? Qu'avait-elle de si particulier, Angela Merkel? Bon, je crois... Pour que vous la relisiez chaque fois, comme ça. Oui. J'aimerais souligner aussi, par exemple, c'est le style d'Angela Merkel, c'est un certain pragmatisme qu'on a apprécié, mais je crois, en Allemagne, même entre les jeunes et dans le monde entier, on a bien apprécié Angela Merkel comme voix de la raison. Et quelqu'un qui était toujours... prête des compromis, qui a cherché le dialogue. Et elle était aussi je crois, pour des femmes dans le monde entier, un modèle. Et un chef d'État africain m'a dit une fois, vous savez pourquoi on appréciait la chancelière Merkel? Elle écoute, elle veut vraiment comprendre. Et elle bénéficie de 80% quand même, elle bénéficie de l'estime du peuple allemand. 80% des Allemands pensent qu'elle a bien travaillé. Mais on se souvient de sa politique migratoire en 2015-2016 où elle a été beaucoup critiquée, non? Où elle a laissé entrer près d'1 million de migrants en Allemagne. Oui, mais là, j'aimerais... citer la chancelière elle-même. Elle a dit en 2015, vraiment en pleine crise migratoire, elle a dit, en résumé, je le dis franchement, si
nous devons maintenant commencer à nous excuser pour notre humanité, pour notre compassion en temps de crise, alors ça ne sera plus mon pays. Et à titre personnel, je n'ai rien à ajouter. Je suis d'accord. Ouais. Vous êtes d'accord avec elle, vous la citez. Quel peut être l'avenir de Angela Merkel aujourd'hui, l'avenir politique et l'avenir tout court, Angela Merkel, elle qui est chercheuse en physique? Oui, c'est juste, c'est aussi, ça fait peut-être partie de la méthode de la chancelière Merkel de vraiment penser des choses, des solutions trouvées, pas d'ici d'une manière très facile. On a dit même, on a l'expression Merkel en allemand. Créer, ça veut dire d'attendre le développement et considérer tous les aspects d'une affaire. Mais sur le futur aussi, typiquement Merkel, c'est ouvert. Dans une interview récemment, elle a dit « Bon, je vais d'abord dormir et je vais après voir ». On sait qu'elle a reçu le titre honorifique de docteur honoris causa dans une université de Baltimore, comme dans 12 autres pays du monde. Ça pourrait être, par exemple, quelque chose qu'elle pourrait faire, des conférences à droite et à gauche. Est-ce que Angela Merkel a préparé un dauphin? Non. Elle a décidé de laisser cette décision au parti. Il y avait un processus dans le Parti chrétien-démocrate pour choisir le successeur. D'accord. Et qui sont les candidats et qui est favori, selon vous et selon les sondages? Il y a Bon, comme je dis, c'est ouvert selon les sondages. On a eu des élections, une campagne très intéressante avec des changements des candidats qui étaient en avant. Bon, selon les derniers sondages, c'était le candidat du Parti social-démocrate. Mais là, j'aimerais bien... J'étais une fois en poste en Israël et là, Shimon Peres était le ministre des Affaires étrangères, après Premier ministre, président. Il a dit une fois, les sondages sont comme le parfum. C'est bon le sentir, mais dangereux de le boire. Ah ouais. Alors, c'est vraiment ouvert et on va voir aussi ce soir, à partir de 18h, 16h ici. Ici à Abidjan, 16h, 18h, heure locale. En Allemagne, le gouvernement fédéral est toujours dirigé par des coalitions. Expliquez-nous ça. Pourquoi il faut être à plusieurs pour diriger? Oui, parce que les partis politiques n'ont pas pu gagner vraiment une majorité absolue. Dans le passé, très souvent, on a eu un système de 3 partis, chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates, les libéraux, mais depuis plus de 20 ans, on a aussi les Verts, on a les libéraux, on a un parti très gauche et dans les États fédéraux, par exemple, on a des gouvernements de tout schéma et de toutes variations. D'accord. Et les candidats en lice, on a la CDU, la SPD, les Verts et également. Les Verts sont dans la course et semblent être en bonne voie, vous pensez? Mais ils ont, selon les sondages, comme j'ai dit, en guillemets, les sondages étaient même au début de la campagne presque au même niveau que les chrétiens démocrates. Oui. Dans les semaines dernières, oui. Ils ont dans les sondages un peu perdu, mais ils ont aussi une candidate, une femme, comme candidat. Oui. Et ils sont je peux m'imaginer un partenaire intéressant pour le parti qui va gagner pour former une coalition. Comment on peut résumer la politique étrangère de l'Allemagne? Oui, pour
politique étrangère d'Allemagne, il faut dire il y a un consensus en général entre les partis. Pas les deux partis de l'extrême droite ou plutôt gauche, très gauche, mais autrement, on a un consensus d'une politique étrangère qui est fondée sur un contexte européen et la politique et multilatérale. En Afrique, précisément, la politique allemande. Oui, ça a vraiment changé avec Merkel. C'était vraiment, on pourrait dire, l'héritage de la chancelière Merkel, c'est qu'elle a clairement vu que l'Afrique, c'est le voisin naturel et stratégique de l'Europe. Et j'ose dire, ces relations vont se perpétuer. Les Allemands de Côte d'Ivoire participeront-ils au vote? Participent-ils au vote qui se tient en ce moment même? Non, on n'a pas un système où on peut voter aux ambassades, comme beaucoup de pays ont un système similaire. On a seulement un système un vote par postal, par correspondance, mais dans les pays où le système de courrier ne marche pas très bien, on peut utiliser les courriers diplomatiques pour renvoyer les documents. Il faut d'abord s'enregistrer dans la ville où on a habité la dernière fois en Allemagne. Avant de venir en Côte d'Ivoire. Et la ville va envoyer à l'ambassade des documents, on peut les ramener. Bon, retourner, et c'était ici l'échéance, le 8 septembre, pour retourner à l'ambassade les documents, et on les a envoyés, on va les compter aussi aujourd'hui. Il y a aussi chez vous le vote par correspondance. Il faut le dire, Angela Merkel elle-même votera par correspondance. Et les Allemands en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas très nombreux, 270 à peu près répertoriés. Bon, on n'est pas obligé de s'enregistrer à l'ambassade, mais oui, c'est juste, on dit ça, c'est peut-être le chiffre. Autour de 270. Merci, Monsieur Ingo. Excellence Ingo Herbert, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous parler des élections générales qui se tiennent en ce moment même dans votre pays, élections dont on aura les résultats dans un peu plus de 2 heures maintenant. Merci encore de votre sollicitude et revenez nous voir quand vous voulez. Auf Wiedersehen. Merci pour m'avoir invité à RTI et à vous. Merci, à une prochaine. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Simplement vous dire au revoir à vous aussi, chers téléspectateurs. C'est ici qu'on referme ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à vous le présenter. Jean-Jacques Kwame, Aurélia Drokula, Arlène Poca, Stéphane Conan, le tout chapeauté par Abiba Dambélé Saoué. Grand respect également à tous les cadreurs et techniciens. Ils sont si nombreux là-haut en régie. Une quinzaine de travailleurs qui sont à la tâche pour vous servir avec le cœur. Je reviens mercredi chez vous en espérant vous trouver en parfaite santé.